Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de ce journal, les États-Unis conditionnent la levée des sanctions économiques contre le Soudan à la formation d'un nouveau gouvernement. Un plan a été annoncé afin de normaliser les relations bilatérales entre les deux pays, qui comprend notamment la réforme de l'armée soudanaise. Le scandale des 500 milliards du pétrole au Togo, c'est la somme qui aurait été détournée depuis 2014 dans le secteur pétrolier. L'association togolaise des consommateurs demande au gouvernement de faire la lumière sur cette affaire. Et le numérique, une réponse efficace dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus. Sur le continent, la connectivité connaît d'importantes disparités. 100 milliards de dollars seraient nécessaires pour un accès de tous les Africains à Internet. Mais tout d'abord, les Malawites, de nouveau aux urnes. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés à voter ce mardi pour élire leur nouveau président. L'élection présidentielle du 21 mai 2019 avait été annulée par la Cour constitutionnelle en raison de fraude massive. Le Malawi rejoue donc le match avec toujours le président sortant Peter Mutharika, 79 ans, au pouvoir depuis 2014. Et en face, le chef de file de l'opposition, Lazarus Chakwera. Les résultats ne devraient pas être connus avant la fin de la semaine. Le Soudan pourrait voir les sanctions économiques imposées par les États-Unis levées. L'administration américaine qui conditionne notamment cette décision à la formation d'un nouveau gouvernement, mais également à la réforme de l'armée soudanaise. Le tout consigné dans un plan en 6 points, un document devant servir de base à la normalisation des relations entre les deux pays. Corinne Kamsefehem. Selon les sources gouvernementales soudanaises, le pays devra attendre 3 ans pour bénéficier d'une levée de sanctions imposée par les États-Unis. 3 ans, c'est en effet le délai prévu pour l'organisation d'élections pour le choix d'un président et un gouvernement civil. Depuis la chute de l'ex-président Béchir en 2019, le pays est dirigé par un gouvernement militaro-civil tenu par Abdullah Hamdok. Le département d'État américain reste très prudent vis-à-vis de la junte militaire au pouvoir actuellement à Khartoum au Soudan. Parce que le département d'État estime évidemment que malgré le départ du président Béchir, c'est le même système politique qui continue. Parce que la plupart des dirigeants actuels de la transition ont été ceux avec qui le président Béchir a accédé au pouvoir en 1989. Il est donc évident que si l'élection présidentielle de novembre se tenait avec l'arrivée certainement des démocrates et les élections à mi-parcours du mandat qui va procéder au renouvellement du Congrès, il n'est pas exclu que avec la majorité démocrate, que les sanctions vis-à-vis du Soudan puissent être revues. La normalisation des relations entre le Soudan et les États-Unis prévoit un plan en 6 points. Outre la tenue des élections, il s'agit aussi de la réforme de l'armée soudanaise qui implique la fusion avec les milices actives dans le pays. Cette fusion devrait se faire sous la supervision des Nations Unies selon le vœu des États-Unis. D'autres conditions sont liées à la lutte contre le terrorisme, la liberté de religion, la signature de loi internationale sur les droits de l'homme et la coordination des dossiers d'aide humanitaire et de paix. Il est donc important pour les autorités soudanaises d'envisager d'autres alternatives, en essayant de diversifier leurs partenaires, en ayant un regard du côté de la Chine déjà qui était présente lors du mandat d'El-Béchir au pouvoir. Donc en essayant alors de diversifier leurs partenaires, en renforçant l'axe Pékin ou en essayant alors de renforcer le partenariat avec des pays du Golfe, le Soudan pourra alors gérer cette transition militaire qui constitue notamment une difficulté réelle pour les populations. Le Soudan a été placé sur la liste américaine des pays parrainant le terrorisme en 1993, accusé de soutenir des groupes terroristes. Ces sanctions ont été durcies en 1997 et 2007. Malgré un assouplissement de ces sanctions en 2017 et la chute de l'ex-président Béchir, le pays peine à sortir d'un cycle de pauvreté chronique. Dans l'actualité également, le cerveau de l'attaque terroriste de Kafolo arrêté. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, l'a annoncé ce lundi 22 juin lors d'un discours hommage au nouveau camp militaire d'Akwedo à Abidjan. Cette attaque contre un poste mixte armée et gendarmerie à Kafolo dans la nuit du 10 au 11 juin dernier avait fait une dizaine de morts, soit le bilan le plus meurtrier en Côte d'Ivoire depuis l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam. C'était en mars 2016. 19 personnes avaient alors péri.
500 milliards de francs CFA auraient été détournés au Togo dans le secteur du pétrole. C'est l'information révélée par un média togolais qui met en cause l'ancien coordinateur du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers. L'association togolaise des consommateurs demande au gouvernement de réagir. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. L'affaire a été révélée par le journal d'investigation L'Alternative en date du 10 juin 2020 et depuis, elle fait grand bruit au sein de l'opinion publique. Près de 400 à 500 milliards de francs CFA auraient été détournés dans le secteur pétrolier en mode offshore au Togo. Saisie du dossier, l'association togolaise des consommateurs appelle le gouvernement et la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à écouter les membres du comité de suivi de fluctuation des prix des produits pétroliers au Togo, nommé par décret présidentiel. À date, nous n'avons pas de retour par rapport à toutes ces correspondances. C'est vrai, le consommateur se sent un peu frustré quand on lui dit que 500 milliards, 400 à 500 milliards ont été détournés. Donc nous, au niveau de l'ATC, nous attendons les résultats des enquêtes. Jusqu'à ce 19 juin, aucune réaction officielle du gouvernement togolais pour faire la lumière sur cette affaire. Une affaire qui soulève la question de la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers au Togo. Nous souhaiterions que désormais, avec ce scandale, il faut que le gouvernement soit vigilant pour la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers pour le bien-être des consommateurs, de la population togolaise. Ce détournement de fonds, selon le journal L'Alternative, fonctionne sur la base de la fluctuation des prix des produits pétroliers à l'international. Le Togo importe 120 millions de litres de pétrole par an. Cette année, le pétrole est descendu à moins de $20 le baril. Le 30 mai, le pays a revu à la baisse tous les prix des produits pétroliers. Le super samplon, lui, est vendu à 425 francs CFA le litre aux contribuables togolais. Au Ghana, les difficultés de financement de la campagne cacaoyère. Les banques émettraient des réserves à accorder un prêt au COCOBOD, l'organisme qui fixe les prix du cacao dans le pays. En cause, les incertitudes économiques liées à la pandémie de coronavirus. Amanadji. Ne sachant à quoi s'en tenir face à la menace que représente la crise sanitaire de la Covid-19 pour l'économie, les banques ghanéennes sont réticentes au financement à accorder dans le cadre de la campagne cacao 2020-2021. Une incertitude qui pénalise la filière cacaoyère qui peine à obtenir un préfinancement suite aux appels à contribution lancés par le COCOBOD. La problématique d'accès au crédit est très réelle et d'actualité dans les pays africains, qui sont des pays relativement très vulnérables s'agissant du secteur agricole, parce que c'est un secteur à risque. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, les prévisions montrent que les entreprises tournent au ralenti. La situation du Ghana prouve à suffisance que l'État doit pouvoir intervenir pour garantir cette production et permettre aux agriculteurs de moins subir les effets de la Covid. Contrairement à la campagne 2019-2020 qui a connu une affluence en matière de souscription par 24 groupes bancaires pour un prêt allant jusqu'à 1,3 milliard de dollars, la filière cacao ne connaîtra que le soutien de 12 à 13 banques prêtes à décaisser soit 15 millions de dollars chacune pour 2020-2021. Toutefois, aucun montant n'a encore été arrêté. Si les banques ghanéennes n'arrivent pas à préfinancer les activités agricoles, il va de soi que la production va baisser. Il va falloir donc mettre en place des mécanismes plus viables visant à permettre aux agriculteurs d'avoir accès au crédit. Essayer aussi d'aller vers une transformation du cacao dans une chaîne de valeur régionale pour créer plus de valeur ajoutée dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. N'eût été la période de crise sanitaire avec des répercussions sur le système économique, les prêts annuels attribués au Ghana Cocoa Board par les institutions nationales ne représentaient en aucun cas un risque pour ces établissements financiers. Le volume de financement depuis les campagnes agricoles précédentes avait grimpé à 1,8 milliard de dollars en 2015-2016 et 2016-2017. Et face à la pandémie de coronavirus, plus que jamais, la place du numérique a été centrale et est centrale. Sur le continent, l'état de la connectivité est encore très inégal. En 2019, le taux de pénétration d'Internet était de 33,8% pour les hommes et de seulement 22,6% pour les femmes. Victoria Sedji et Marcel Fabamaroun.
D'après la Banque mondiale, près de 100 milliards de dollars sont nécessaires pour l'accès à un Internet universel abordable et de bonne qualité en Afrique d'ici 2030. Pour l'heure, seulement 17,8% des ménages disposent d'Internet à domicile. Dans un contexte de crise sanitaire, une réponse numérique plus large aurait pourtant permis d'améliorer nettement la riposte face au coronavirus, via la mise en place d'instruments tels que l'outil de triage de la Covid, implémenté par exemple au Nigeria, ou encore le système de traçage expérimenté au Ghana. Un Internet à haut débit et fiable est essentiel pour garantir que les hôpitaux et les établissements et les institutions médicaux puissent accéder au réseau mondial d'information et aux ressources nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Ils sont plus de 250 millions d'écoliers en Afrique qui ont été affectés par le coronavirus selon les chiffres. Et pour la majorité, impossible d'accéder aux outils numériques pour poursuivre leurs cours en ligne. Selon les experts de la Commission économique pour l'Afrique, la pauvreté est l'un des plus grands obstacles. Le coût moyen de 1 gigaoctet de données représente 7,12% du revenu moyen. Certains pays ont même des taux atteignant les 20%. Les problèmes demeurent parce que c'est vrai, au-delà de l'accès, il y a la question de la culture du digital ou bien du numérique. Il faut le contenu, il faut que les gens soient formés pour pouvoir utiliser ces outils. Il faut doter les populations ou bien ces élèves des outils numériques et les apprendre à l'utiliser. Il est important quand même pour nos États de pouvoir entrer dans l'anticipation en prévoyant des plans B, des plans de continuité et d'activité ou bien des plans de continuité opérationnelle de l'école. Il y a aussi la question de la bande passante à résoudre. Plusieurs pays africains ont une bande ne dépassant pas les 64 kilooctets. Se référant à des données, télécharger un film de 5 gigas a duré 850 minutes en Éthiopie, 965 au Niger, voire même 1342 minutes en Guinée équatoriale, alors qu'à Singapour, il n'a pris qu'environ 11 minutes et 8 secondes. Et avec le déconfinement, la prévention et les gestes barrières sont plus que jamais nécessaires, en particulier dans les transports en commun. Au Tchad, les conducteurs de bus et de taxis sont sensibilisés. Ils devront notamment s'assurer du port du masque obligatoire dans leur véhicule. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Claude Bessa. Au Tchad, alors que le taux de contamination de la Covid-19 diminue, les organisations de la société civile intensifient les sensibilisations. Après la distribution des masques aux populations, la plateforme Tchad d'abord sensibilise les conducteurs de transport en commun sur la nécessité d'adopter les mesures barrières, notamment la désinfection régulière des portières et le port obligatoire des masques dans les taxis et les bus. Les conducteurs sont également appelés à mettre à la disposition des clients des gels hydroalcooliques. Nous avons constaté que les taximans par jour, ils font transporter plus de 100 ou bien 200 personnes par jour. Donc nous avons jugé nécessaire que ces gens ne doivent pas être omis. C'est la raison pour laquelle nous avons confectionné des autocollants qui indiquent que la personne, avant de monter, il faut qu'il doit porter son cache-nez. Une initiative saluée par les autorités communales et les conducteurs des taxis et minibus qui indiquent être conscients du fait que le transport en commun en milieu urbain constitue l'un des facteurs de risque de propagation du virus. Par ailleurs, les syndicats des transporteurs manifestent leur volonté de coopérer avec la police municipale pour l'application de ces mesures. La démonstration que Madame le maire a fait avec le président de plateforme, ça, c'est une bonne chose pour nous et pour tout le monde. Ce n'est pas pour le taximan seul, c'est en général. Alors, je remercie la plateforme et Madame le maire. Rappelons qu'au Tchad, le taux de contamination de Covid-19 a considérablement baissé ces derniers jours. En date du 19 juin 2020, le pays n'a enregistré que 4 nouveaux cas de contamination en 5 jours et seulement 42 malades sont sous traitement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.